Déterminer l'équation d'un système masse-ressort. Objectif: déterminer l'amplitude, la fréquence et le déphasage d'un système masse-ressort à partir de sa position et de sa vitesse initiale. Alors, l'amplitude A, la fréquence oméga, fréquence angulaire, et le déphasage phi. Alors, pour commencer, qu'est-ce que c'est qu'un système masse-ressort? C'est tout simplement une masse qui est attachée à un ressort et le mouvement de ce système-là sera un mouvement d'oscillation. Donc, on va initialement comprimer le ressort en poussant sur la masse. On va le laisser aller. Donc, le ressort va vouloir revenir à sa position d'équilibre, va dépasser sa position d'équilibre et à partir de ce moment-là, va atteindre une position maximale et le ressort va vouloir ramener la masse vers la position d'équilibre. Donc, on aura, au fil du temps, un phénomène d'oscillation autour d'une position d'équilibre. Graphiquement, ça ressemble à ceci. Donc, la position en fonction du temps, et on voit que cette fonction-là est bien définie par une forme mathématique. Donc, la forme de l'équation de la fonction sera définie par une fonction sinus. Donc, on devra caractériser l'amplitude de cette fonction-là, donc la hauteur ici. On devra caractériser oméga, donc la fréquence angulaire, et phi, le déphasage, non pas à partir du graphique, mais à partir des propriétés du système et à partir des conditions initiales qu'on nous donnera. Donc, système masse-ressort, on parle aussi d'oscillateur harmonique simple ou de mouvement harmonique simple. Donc, ce sont deux mots qu'on peut utiliser de manière équivalente au système masse-ressort. Alors, le système masse-ressort, on va étudier sa dynamique de manière un petit peu plus rigoureuse. Donc, premièrement, lorsque le bloc est à sa position d'équilibre, lorsque le ressort est à sa position d'équilibre, on n'a aucune force qui est exercée sur le bloc. Lorsqu'on comprime le ressort, on a une force exercée dans la direction opposée, donc qui veut ramener le bloc vers sa position d'équilibre. Et lorsque le ressort est étiré, la même chose, on voit que la force, elle est ici vers la position d'équilibre de manière à, encore une fois, ramener le ressort à sa position d'équilibre. On a une loi qui nous indique quelle est la valeur de la force en fonction de la déformation, et ça, c'est la loi de Hooke. Donc, ça nous dit que la force exercée par le ressort est égale à K fois X. Donc, X, c'est la déformation. Et K, c'est la constante de rappel du ressort. Donc, ça ici, ça nous indique quelle est la rigidité du ressort. Donc, plus K est élevé, plus le ressort sera rigide. Le moins signifie que la force, comme on le voit, est toujours dans la direction opposée à notre déformation X. Alors, avec la loi de Hooke, on va pouvoir écrire l'équation du mouvement du ressort. Alors, partons de la deuxième loi de Newton. Le long de l'axe des X, donc tout ça est en une dimension, somme des forces en X égale masse fois composante X de l'accélération. Alors, on va identifier quelles sont les forces X qui sont présentes. C'est seul le ressort qui exerce une force. Donc, dans ma somme des forces, j'ai seulement la force exercée par le ressort. Donc, ça ici, c'est force exercée par le ressort, moins K fois X. Donc, on sait que l'accélération, c'est la dérivée seconde de la position. Donc, ça ici, c'est une des propriétés mathématiques. Donc, juste un petit rappel ici, la vitesse, c'est la dérivée de la position par rapport au temps. L'accélération, c'est la dérivée seconde de la position par rapport au temps. Donc, on va exprimer notre relation sous cette forme-là. Et ensuite de ça, on va pouvoir passer à l'étape suivante, qui est de poser une forme pour l'équation de la position. Donc, on sait que ça va osciller. On l'a vu sur le graphique tout à l'heure, on a un sinus ou quelque chose qui y ressemble. Donc, on va poser que la solution a la forme d'un sinus avec une amplitude à déterminer, une fréquence angulaire à déterminer, ainsi qu'un déphasage à déterminer. Mais on sait que la forme, comme on l'a vu, ça s'approche d'un sinus. Donc, cette équation-là, on va la dériver. Donc, la dérivée d'un sinus, on vous rappelle que un sinus devient un cosinus et on multiplie par la dérivée de
l'argument du sinus ou du cosinus. Donc, la dérivée de cet argument-là, dérivée par rapport au temps, ben, on peut le faire ici, d oméga t plus phi par rapport au temps. C'est tout simplement égal à oméga. Donc, le phi, ça ici, c'est une constante. Le phi est une constante. Et dérivé de oméga fois t par rapport au temps, bien, ça nous donne tout simplement oméga. Donc, si on s'en va voir nos dérivées, donc premièrement, la dérivée première, donc j'ai mis en orange ce qui a changé. Donc, évidemment, le sin devient un cos. Et comme on disait, quand on fait la dérivée, on multiplie par la dérivée de l'argument. Donc, ça nous donne ici oméga, comme on l'avait calculé précédemment. Donc, ça, c'est la première dérivée. La deuxième dérivée, donc la deuxième dérivée sera ici d carré x sur dt carré. Donc, le cosinus ici devient un sinus avec un moins. Donc, la dérivée d'un cos, c'est moins sin. Et on multiplie encore par la dérivée de l'argument. Donc, on se retrouve à multiplier encore par oméga. On a donc un oméga carré. Donc, ça ici, c'est la vitesse. Et ça ici, c'est l'accélération. Donc, ce sont des fonctions du temps. Alors, on va remettre ça dans notre équation. Donc, on avait ici moins k fois x égale m fois deuxième dérivée de x par rapport au temps. Donc, nos équations qui étaient les suivantes, donc on va les remplacer dans notre expression. Et on obtient ceci. Donc, k fois a sinus oméga t plus phi égale m fois, donc tout ça ici, on se rappelle que c'est l'accélération. Donc, moins oméga carré a sinus oméga t plus phi. On va remarquer qu'il y a beaucoup de termes qui s'annulent là-dedans. Alors, premièrement, le moins ici s'annule avec le moins qui est là. Le a, on le retrouve de chaque côté. Et ben, le sinus oméga t plus phi également, on le retrouve de chaque côté. Et ce qui nous reste, c'est tout simplement ceci, k égale m fois oméga carré. À partir de ça, on va définir une équation pour nous donner la fréquence angulaire. Donc, la fréquence angulaire, alors, on remarque qu'on a un oméga ici qui apparaît. Donc, le oméga, c'était la fréquence angulaire du sinus, comme on s'en rappelle. Donc, ce qui nous restait, c'était ceci. K égale m fois oméga carré. Donc, la fréquence angulaire d'un système masse-ressort est oméga égale racine de k sur m. Où, évidemment, k est la constante de rappel du ressort et m, c'est la masse attachée au ressort. Donc, à partir seulement des propriétés du ressort et de la masse qui y est attachée, on peut déterminer la fréquence d'oscillation du système masse-ressort. Donc, quand on a un bloc attaché par un ressort, la fréquence des oscillations va dépendre uniquement de la rigidité du ressort et de la masse qui y est attachée. Donc, toute cette démonstration-là, à partir des équations du mouvement, le but, c'était seulement d'arriver à cette équation-là, cette expression-là ici. Donc, pour la suite des choses, quand on va aborder un problème, on va tout de suite pouvoir partir de cette équation-là, donc pouvoir calculer sans faire toute la démonstration que je viens de faire. On va tout simplement et directement aller calculer la fréquence angulaire comme ceci. Donc, nos équations du mouvement, juste pour y revenir, là, donc la position, alors est donnée comme ceci. J'avais dit que la vitesse et l'accélération, c'était des dérivées. Donc, la vitesse, c'est la dérivée de l'équation de la position. On va peut-être s'en servir tout à l'heure. Et l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse ou la dérivée seconde de la position. Donc, c'est la forme ici de l'accélération. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour résoudre un problème, déterminer l'équation d'un système masse-ressort? Donc, la première étape, ce serait de poser l'équation d'un mouvement harmonique 5. Donc, on sait que c'est un bloc qui oscille au bout d'un ressort. On sait que ça va être périodique. Posons une équation de cette forme-là. Il nous restera à déterminer, pour la suite, ces trois paramètres-là, ce qu'on va faire dans les prochaines étapes. Identifier les conditions initiales. Donc, dans l'énoncé,
on va habituellement préciser des conditions comme on va voir dans l'exemple tout à l'heure. Donc, position et vitesse à t égale 0 secondes, par exemple. Remplacer ces conditions initiales dans les équations de la position et de la vitesse, ou encore de l'accélération si c'est le cas. Et finalement, résoudre un système de deux inconnus et de deux équations. Donc, le oméga, on va habituellement le calculer avec racine de k sur m. Donc ça va souvent être donné dans l'énoncé. Et il va nous rester a et phi comme inconnu. Donc ça nous fait deux inconnus. On aura donc besoin de deux équations pour le résoudre. Donc on va se retrouver devant un problème vraiment purement mathématique où on a à résoudre un système de deux inconnus, deux équations. Si vous utilisez votre calculatrice, pensez à la mettre en radians parce que les arguments qu'on doit utiliser dans les sinus sont des radians, toujours. Des conventions. Donc, pour déterminer l'équation, on doit respecter certaines conventions. Premièrement, le oméga il doit être plus grand que 0. Donc, on prend une racine carrée. En théorie, la racine carrée, on pourrait choisir entre le plus ou le moins. Donc, plus ou moins k sur m. Mais nous, on va prendre seulement le signe positif. L'amplitude, on va la choisir plus grande que 0. Et les valeurs de phi vont être comprises entre 0 et 2π. Donc, un déphasage, on pourrait prendre en théorie une valeur négative, décaler la fonction d'un certain côté ou de l'autre. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va toujours choisir des déphasages qui vont être positifs et qui vont aller jusqu'à 2π. Donc, je vous rappelle que quand on déphase de 2π, la fonction redevient à l'identique. Donc, tout déphasage de plus de 2π, c'est plus d'un cycle, plus d'une période de déphasage. Donc, on peut le réexprimer comme un déphasage entre 0 et 2π. Donc, on y va avec notre exemple. Alors, soit un bloc de 200 grammes attaché à un ressort horizontal dont la constante est 125 newtons par mètre. On étire le ressort de 8 cm et à t égale 0 secondes, on le lâche. On veut d'abord déterminer la fréquence angulaire de l'oscillation et B, déterminer l'équation de la position x du bloc en fonction du temps. Donc, calculer la fréquence angulaire, donc ça c'est notre question A. Alors, c'est assez direct. On utilise notre équation oméga égale racine de k sur m. Donc, on voit ici qu'on a 125 newtons par mètre et la masse, 200 grammes, il faut la mettre en kilos. Donc, 0,2 kg. On utilise les unités du système international, donc les kilogrammes dans nos expressions. Donc, on prend la racine carrée de tout ça. Ça nous donne 25 radians par seconde. Donc, un des trois paramètres de notre équation est trouvé. Maintenant, posons l'équation d'un mouvement harmonique simple. Donc, x de t a sinus oméga t plus phi. On a tout de suite remplacé le oméga par 25. Et on va identifier nos conditions initiales. Donc, situation initiale, j'appelle ça événement 0. Donc, en mécanique, là, chaque fois que je fais une observation, chaque fois que je fais une mesure des positions, des vitesses, j'appelle ça un événement. Donc, celui-là se produit à t égale 0 secondes. Qu'est-ce qu'on observe? Donc, on doit déterminer la position. Donc, on sait que la position est de 0,08 mètres. On a étiré le ressort de 8 cm. Ça, c'est ce que je vais observer à t égale 0 secondes. Et je dois aussi préciser la vitesse. Donc, si on lâche le bloc, si on lâche le ressort, à cet instant précis, à l'instant précis où on le lâche, il aura une vitesse qui sera nulle. C'est un peu comme quand on lâche une balle. Donc, une balle qui commence à tomber à cause de la gravité. Quand on la lâche, au moment où on la lâche, elle a une vitesse qui est égale à 0. Elle va acquérir une vitesse, mais au départ, sa vitesse, elle est nulle. Donc, ça, ce sont nos deux conditions initiales. Et on va essayer de poser ça, donc d'intégrer ça dans nos équations. Donc, je vous les ai réécrites ici. Alors, dans l'équation de la position à t égale 0, donc on remplace tout simplement le t par 0. Et on voit que ça nous donne ceci. Donc, on remplace aussi évidemment x de t égale 0. On le remplace par sa valeur, 0,08 m. Et ça nous donne ceci. Donc, 0,08 égale a sinus de phi. Donc, vous voyez qu'on a deux inconnus dans cette équation-là. Je ne peux pas la résoudre
sans utiliser une deuxième équation. Et notre deuxième condition, elle est sur la vitesse. Donc, on va aller utiliser l'équation de la vitesse. On vous rappelle que c'est la dérivée de cette équation-là ici. Donc, j'écris la forme générale de l'équation de la vitesse ici. Je vais aller tout de suite remplacer par les valeurs numériques que l'on connaît. Donc, à t égale 0. Ici, c'est oméga. Donc, j'ai tout de suite remplacé oméga. T égale 0, ici. Et la valeur à t égale 0, de vitesse à t égale 0, c'est notre 0 mètre par seconde qu'on a ici. Donc, on va aller remplacer ça aussi. Et j'obtiens ceci. 0 égale 25A cosinus de phi. Donc, on peut simplifier. Si on veut, on peut diviser, par 25A. Du côté gauche, ça ne changera rien puisque j'ai 0. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, j'ai une seule inconnue dans cette équation-là. Donc, on pourrait tout de suite déterminer la valeur de phi. Donc, pour que le cosinus de phi soit égal à 0, j'ai deux solutions possibles. Donc, phi est égal à pi demi. Ou encore, phi égale 3 pi demi. Donc, dans l'exemple, le cas particulier que je vous montre ici, je pourrais déjà déterminer ma valeur de phi et donc aller la mettre dans mon autre équation ici. Cependant, on va revoir ici une méthode un petit peu plus générale, donc qui va nous permettre de résoudre des situations où j'aurais, par exemple, encore deux inconnus dans ma deuxième équation ici. Et la méthode, la voici. Donc, on va identifier chacune de nos équations par A et B. Et pour faire la résolution du système d'équations, je vous ai remis mes deux équations ici. Donc, on va diviser nos deux équations. Donc, ça, c'est très pratique quand il nous reste encore deux inconnus dans cette équation-là. On divise les deux équations. Donc, 0,08 sur 0, A sinus de phi sur cos de phi. Et à chaque fois qu'on va faire la division, on va faire apparaître ici une division d'un sin sur un cos. Et ça va nous donner une tangente. Tangente de phi. Ça, c'est pour le côté droit. Pour le côté gauche, bien, on a une division par 0. C'est pas grave qu'on ait une division par 0. La tangente de phi, comme on va le voir tout à l'heure, elle peut valoir asymptotiquement l'infini. Donc, on a ici infini égale A tangente de phi. Alors, je sais que A n'est pas infini. A doit avoir une valeur finie, donc ce qui doit être infiniment grand, c'est la tangente de phi. Donc, on conclut que la tangente de phi doit valoir une valeur infiniment grande. Si je veux une solution numérique sur la calculatrice, alors ce qu'on peut faire, c'est par exemple de prendre l'arc-tangente d'un très grand nombre. Donc ici, j'ai pris par exemple, j'ai pris une série de 9 et la calculatrice me donne une valeur numérique qui est pi sur 2. Donc comme on a vu là, c'était une des valeurs qu'on avait obtenues tout à l'heure. Évidemment, il faut que vous mettiez votre calculatrice en radian pour que ça fonctionne. Or, ce n'est pas la seule solution possible. Nous, tout à l'heure, on avait trouvé deux solutions. On se rappelle que cos de phi est égal à 0. On sait que ça, c'est possible à deux valeurs, donc soit à pi sur 2, soit à 3 pi sur 2. Alors, pour faire apparaître l'autre valeur, on peut jeter un coup d'œil à la fonction tangente. Donc, on voulait une tangente qui a une valeur infinie, donc une valeur asymptotique, ici. Alors ça, c'est atteint à θ égale pi sur 2. Je vous rappelle que le déphasage doit être compris entre 0 et 2π. Donc, 3π sur 2, c'est 1,5π, c'est inclus dans cet intervalle-là. Donc, c'est une autre solution possible parce qu'à 3π sur 2, j'ai encore une valeur asymptotique qui vaut l'infini. Donc, sur mon cycle de 0 à 2π, la tangente de phi va passer deux fois par l'infini. Donc, j'ai deux solutions possibles pour le déphasage, pi demi et 3π demi, qui respectent la convention, qui sont entre 0 et 2π. Alors, comment on va faire pour choisir laquelle est la bonne? Il va falloir retourner aux conditions initiales. Donc, nos deux solutions possibles, a priori, sont celles-là. Pi demi et 3π demi. Selon les conditions initiales,
Alors, on avait quoi? Donc, on avait que à t égale 0, donc x de t égale 0, juste vous le réécrire, là, on avait a sinus de phi. Donc, c'est pour ça que j'ai dit c'est proportionnel au sinus de phi. Et si on se rappelle, x de t égale 0, là, ça, x de t égale 0 secondes, c'était 0,08 mètres. Et ça, c'est plus grand que 0. Donc, il faut que le sinus de phi soit plus grand que 0. Alors, si on regarde notre cercle trigonométrique, on va juste effacer ça ici. Si on regarde notre cercle trigonométrique, donc, un peu comme ça ici, là. Donc, j'ai dessiné les 4 cadrans. Donc, nous, on devait choisir entre pi demi et 3 pi demi. Et on veut que le sinus de phi, le sinus de ce qu'on va choisir, soit plus grand que 0. Donc, les deux seules solutions, comme on le voit, c'est des valeurs dans le cadran 1 et 2. Donc, je ne peux pas avoir des valeurs qui sont ici en dessous. Alors, ça veut dire que pi sur 2, c'est la seule façon d'avoir un sinus positif. Si j'ai un sinus de 3 pi demi, ici, ça va être négatif. Donc, cette solution-là est à rejeter. Alors, phi égale pi sur 2. Et une fois qu'on a identifié notre inconnu, on va remettre ça dans l'équation A. Donc, c'est toujours ça qu'on fait dans un système de deux inconnus, deux équations. Une fois qu'on en a isolé une, on la remet dans une autre équation pour ici aller déterminer la valeur de l'amplitude. Donc, 0,08 égale A sinus de phi. Donc, on va mettre notre valeur de pi sur 2. Ça ici, sinus de pi sur 2, c'est égal à 1. Donc, tout simplement, l'amplitude A est égale à 0,08. Et l'équation du mouvement est 0,08 sin de 25t plus pi demi. Donc, quand on étire, nous, on se rappelle, on était dans une situation où on étire le ressort à 8 cm et on le lâche. Donc, on comprend que le bloc ne pourra jamais aller plus loin que 8 cm. On l'a lâché à cette position-là. Le ressort va revenir à sa position d'équilibre, va se comprimer de 8 cm et au retour de sa prochaine oscillation, il va revenir à l'endroit où je l'ai lâché. Il ne peut pas revenir plus loin puisque je l'ai laissé partir avec une vitesse nulle. Donc, l'amplitude correspond ici à la déformation initiale auquel je l'ai lâché.